Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'histoire et de géopolitique du Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet complexe, le nationalisme arabe. Né au début du XXe siècle, dans un contexte de lutte contre l'Empire ottoman, ce mouvement politique a façonné la région dans plusieurs pays, aussi bien en Égypte avec Gamal Abdel Nasser, en Irak avec Saddam Hussein ou en Syrie avec la famille Assad. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Goudarzi, qui a passé 5 ans dans la Syrie d'Assad en tant que chef de mission pour SOS Chrétiens d'Orient. Son bagage universitaire, sa casquette d'homme de terrain vont nous permettre de décrypter, de décomplexifier cette thématique importante pour l'histoire du Moyen-Orient. Alexandre, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, merci Alexandre. Donc du coup, pour aborder ce thème, on va revenir sur l'histoire, sur la fin du siècle dernier, la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, avec l'émergence du coup d'un courant intellectuel, avant d'être politique, culturel, de ce qu'on a appelé la Nahda, qui signifie le réveil en arabe, d'une partie de l'intelligentsia, on va dire, arabe de l'époque, qui s'opposait à l'Empire ottoman. Effectivement, c'est un sujet crucial, franchement, vraiment pour comprendre la situation complexe du Proche et du Moyen-Orient, puisque ce sont des luttes idéologiques qui s'affrontent depuis la chute du califat ottoman, mais qui ont été pensées, qui ont été théorisées, évidemment avant la chute de l'Empire ottoman, mais qui ont été utilisées pour accélérer son déclin. Et donc c'est ce qui émerge de l'Empire ottoman. La nature ayant horreur du vide, ce califat, il va bien falloir qu'il soit remplacé tant dans la forme que dans le fond, par des idéologies modernes. Parce que pour situer, donc du coup, les pays arabes de l'époque, ce qui était le Liban, la Syrie, l'Irak, la Palestine, une partie de l'Égypte, jusqu'une partie de l'Arabie Saoudite, étaient encore sous tutelle ottomane jusqu'au début du XXe siècle. Exactement. Donc les accords Sykes-Picot, c'est-à-dire le partage de tous les territoires arabes au sud de la Turquie actuelle, ce sont des accords qui avaient déjà été pensés, qui étaient déjà en circulation en 1915-1916. Enfin, la fin de l'Empire ottoman, c'est 1922, d'accord ? Mais l'abolition du califat, c'est 1924, et entre 1922 et 1924, il y a la proclamation de la République de Turquie en 1923. Dans ce contexte-là, eh bien, évidemment, ces États très, très, très jeunes, il va falloir qu'ils soient accompagnés pour avancer vers la modernité. C'est le travail de la SDN, la Société des Nations qui est l'ancêtre de l'ONU, et c'est vrai que c'est assez condescendant comme discours, mais en gros, cette organisation est là pour accompagner les jeunes États arabes à marcher vers la modernité, vers la démocratie, puisque en fait ils sont un peu sous tutelle, puisqu'ils ne sont pas encore en capacité, en termes de maturité politique, pour pouvoir s'affranchir de 1300 ans de califat. Donc on les aide, nous autres Européens, après avoir décidé comment leur territoire devait être partagé, on les aide à marcher politiquement dans cette voie-là. Mais évidemment, en amont, il y a toute cette histoire du nationalisme arabe qui résonne en fait dans cet univers-là. Et effectivement, il faut prendre le contexte de l'Empire ottoman dans son déclin. Et donc effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait dans cette lutte d'influence, et surtout à l'approche de la Première Guerre mondiale, où les Ottomans allaient s'avérer être les meilleurs alliés de l'Empire germanique, des Austro-Hongrois et des Bulgares, eh bien il fallait tout simplement coaliser les forces de l'intérieur et diviser l'Empire ottoman donc de l'intérieur en coalisant les forces arabes. À cette époque, l'Empire ottoman avait subi de nombreuses défaites, notamment contre l'Empire russe, donc c'était un peu l'homme malade de l'Europe, qui était considéré, donc c'était un empire déliquesccent. Mais bien sûr, il était déjà en déclin, et effectivement il y avait ce besoin en tout cas d'instrumentaliser une force vive et qui était frustrée. Les Arabes étaient frustrés de la façon dont les Turcs les avaient dépossédés de la guidance islamique. D'accord ? Il y a cette réalité-là, c'est-à-dire que les Arabes prennent conscience qu'ils ont été dépossédés de quelque chose qui avait fait d'eux des grands hommes dans l'histoire, et que en plus de cela, là je parle sur le plan même islamique seulement, parce que c'est indissociable en fait de l'identité arabe, mais on pourra revenir après en détail, mais en plus de cela, au sein de l'Empire ottoman, l'islam avait subi ce qu'on appelait des innovations. Il y avait une espèce de mélange d'un islam syncrétique, ou en tout cas qui était mélangé à des formes de superstition, d'hérésie, qui était très complaisant avec les idéologies occidentales, puisque la tête de proue de l'Empire ottoman, c'est la Turquie actuelle, qui était au contact
des modernités européennes, de l'Occident, et qui lui-même avait opéré une émancipation vis-à-vis de Dieu. Donc il y avait un peu de tout ça, et il y a toujours eu en fait dans l'histoire de l'islam des réformes qui les faisaient revenir à la pureté originelle de l'islam pour éviter de voir leur islam se diluer dans un islam en vérité complètement désuet, décadent, obsolète, qui n'avait rien à voir en fait avec ces lettres de noblesse, tout ce qui fait la nature du Coran. Donc il fallait absolument régénérer ça. En fait, il fallait régénérer ça. Et après il y a la grandeur des Arabes qui ont vite compris qu'ils étaient en état d'arriération pendant 500 années d'occupation ottomane. Et ça, en vérité, le véritable choc culturel, pour commencer à comprendre ce qui va devenir la Nahda, se réveille. Et pourquoi on parle de réveil et pas d'éveil? Parce que, en fait, il ne s'agit pas, et les Arabes insistent, en fait, sur cette définition, c'est pas un éveil au sens où on va se découvrir une identité. Non, c'est un réveil parce qu'on redécouvre. C'est comme la Renaissance, ça veut dire la Renaissance en fait en arabe. C'est comme nous autres, au moment de la Renaissance, on s'est mis à s'inspirer de nouveau de tout ce qui était de l'Antiquité, et à le remettre au goût du jour. Voilà, il y a exactement, c'est quelque chose qui est du même ordre, c'est de se souvenir que jadis nous fûmes grands. On a eu un âge d'or arabo-musulman, sous les Omeyyades, les Abbassides, les Fatimides, à partir du moment où lors du califat abbasside, qui a duré de 750 à 1258. 1258, c'est le sac de Bagdad avec l'arrivée des Mongols, donc Gengis Khan ou en tout cas un de ses descendants. Mais entre-temps, en 1054-1055, le pouvoir est passé des Arabes, mais il avait été passé au bouïd persans, chiites d'ailleurs, et ensuite il est passé tout de suite aux mains des Seldjoukides, turcs, qui ont dépossédé les Arabes du califat. Et plus tard, je vous passe les détails. Il y a une dépossession politique des Arabes vers les Turcs ou vers du politique et du religieux. C'est-à-dire que la guidance politique et religieuse, puisque durant le califat, elle est mêlée, en fait, elle est complètement liée. Et ça, c'est l'histoire de l'islam. Eh bien, de les déposséder. Et en fait, il y a une vraie nostalgie, il y a une vraie frustration de la part de ces Arabes de dire, mais l'islam nous a été adressé à nous par le prophète Mohammed, la révélation lui a été faite en arabe, l'islam est arrivé par les Arabes, et c'est ce qui a fait que les Arabes sont rentrés dans l'histoire avec un grand H par cette révélation. Je ne dis pas que historiquement les Arabes n'ont pas existé avant, mais quand ils rentrent dans l'histoire avec un grand H, c'est par l'islam. Donc il y a quelque chose d'inhérent entre la notion d'arabité et d'islamité. C'est les deux faces d'une même pièce en réalité. Et donc, de voir que les Ottomans les ont dépossédés de ce pouvoir-là, de cette importance, et en plus de ça, les ont maintenus en état d'arriération, cette prise de conscience, elle va se faire par les Arabes quand Mohamed Ali Pacha, le père de l'Égypte moderne, va se retrouver nez à nez avec les troupes, exactement, tout début 19e mais toute fin 18e. C'est 1798 à 1801. Les troupes napoléoniennes, Napoléon en personne, arrivent en Égypte et même Mohamed Ali Pacha est en admiration devant l'armée française. Il est en admiration devant l'armée française parce qu'il y a un ordre, il y a une discipline, il y a un uniforme, il y a une rigueur, il y a une excellence française. Les Arabes ont des atouts, des avantages, mais il y a quelque chose en fait qui va véritablement fasciner ce dépositaire de l'identité arabe avant l'heure en fait, parce que ce n'est pas un arabe Mohamed Ali Pacha, mais il va comprendre ce que signifie en fait la définition du nationalisme, de l'identité nationale entre guillemets, à travers l'arrivée des Français. Quand il voit cette armée et la fascination qu'il éprouve en la voyant, il dit moi je veux la même armée en fait, je veux la même armée, mais il réalise que pour avoir une armée de ce type, il lui faut pas seulement des réformes militaires. Pour avoir des réformes de ce type-là, il faut des réformes politiques, mais pour avoir des réformes politiques, il faut des réformes culturelles. Donc, on entre dans une phase où il va prendre conscience que les jeunes de son pays, en fait, les jeunes Égyptiens, doivent être formés à l'école française. Donc, ce sont des gens qui vont aller dans les universités françaises, qui vont étudier à Paris, dans les loges maçonniques, clairement. Hein, et Napoléon Bonaparte, c'est l'exportation du modèle révolutionnaire français. On est à quelques années après la fin des guerres de Vendée. C'est tout frais. Et il est déjà en Égypte en train de ramener cette réalité idéologique quelque part. Et ce que vont faire les Arabes, ils vont pas prendre la définition du nationalisme arabe, ne va pas être un copier-coller de la définition de la nation à la française d'Ernest Renan. Qu'est-ce qu'une nation? Ce fameux texte d'Ernest Renan qui exprime qu'est-ce que c'est la nation française. C'est pas une race, c'est pas une langue, c'est pas une religion, c'est un principe spirituel qui transcende les limites humaines. Les limites claniques, on va dire, régionalistes. C'est quelque chose qui va au-delà. C'est un principe spirituel, quelque chose de transcendant. Et il va l'adapter à la réalité arabe.
Ok, c'est ce que les Arabes vont faire. Ils vont l'adapter à leur réalité. Alors évidemment, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en une fois. Mais dans ce contexte-là, dans ce contexte, en tout cas historique, géopolitique, évidemment, les Français et les Anglais vont voir une véritable aubaine. C'est-à-dire que l'influence française la plus décisive, l'influence française la plus décisive, parce qu'il y a eu une autre fois une tentative de l'influence française de jouer en s'alliant avec les Saouds pendant une dizaine d'années, de 1803 jusqu'à 1818-1820, quand les Saouds ont essayé de s'affranchir de l'Empire ottoman, qu'ils ont commencé à avoir leur propre État. Il y a eu une alliance franco-saoudienne. Cette alliance, elle a fonctionné jusqu'en 1812, puisque les Français étaient affaiblis avec les campagnes de Russie, qu'ils ont perdu. Du coup, l'alliance française, la franco-saoudienne est morte. C'est ce qui fait que finalement les Ottomans ont eu raison des Saoudiens en envoyant justement Mohamed Ali Pacha détruire en fait l'État saoud naissant. Mais il y a eu un premier sursaut national arabe musulman en l'entité, politique et religieuse des Saouds. Et souvent on l'ignore ça, parce qu'on parle beaucoup en fait de cette émergence qui vient de l'Égypte et qui vient aussi des Syro-Libanais, etc. Ouais. Mais en vérité, on oublie cette anecdote de l'histoire que le premier État-nation musulman qui émerge comme une espèce de velléité d'indépendance de l'Empire ottoman, ce sont les Saoudiens. Bon, en tout cas, revenons sur la façon dont cette idéologie s'est propagée, cette émergence du sentiment national. Donc, il se fait dans ce contexte-là, il se fait dans une volonté de rattraper en fait un passé où ils furent glorieux. Ce n'est pas pour rien que les trois grandes références du nationalisme arabe sont les Syriens, les Syro-Libanais, mais les Syriens, les Irakiens et les Égyptiens. Ouais. Parce que les Irakiens se rattachent à leur passé abbasside, les Syriens à leur passé omeyyade, et les Égyptiens à leur passé fatimide. Ouais. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que contrairement aux Français qui ont fait table rase du passé avec la Révolution française, ils ont cassé en fait le lien avec ce qui fait l'origine de la France, sa chrétienté, etc. Eh bien eux, c'est l'inverse. Eux, c'est l'inverse. Ils vont renouer avec l'islam. Ils vont renouer avec leur passé islamique, puisque c'est dans ce contexte-là qu'ils furent grands, et c'est de cela dont ils ont été dépossédés par les Ottomans. Donc il y a une vraie lutte contre les Ottomans, et les Français et les Anglais les aident dans ce sens. Donc, parce qu'on peut le voir aussi que cette émergence culturelle, intellectuelle a été aussi poussée, mis en avant par des intellectuels chrétiens. On peut le voir des Syro-Libanais à l'époque, parce que le Liban n'existait pas à cette époque, qui ont Boustani, bien sûr, Boustani, Constantin Zurek, etc. Bien sûr. Qui ont essayé de propager ces idées-là de nationalisme arabe pour dire il y a une chape de plomb de l'arabité au-dessus de la religion. Nous sommes avant tout arabes, avant d'être chrétiens ou musulmans. Bien sûr. Alors c'est clair que les chrétiens ont joué un grand rôle. Ce sont des gens qui ont achevé leur transition démographique 150-200 ans avant les musulmans. Ce sont des peuples qui sont déjà tournés vers l'Occident, et ce sont ceux qui en ont capté les idéologies avant l'heure, en fait. D'accord ? Ils ont été beaucoup plus affranchis des tanzimat turcs, de la gestion des millettes et la façon dont on gère les différentes communautés hérétiques de l'islam, minorités de l'islam ou non musulmanes. Oui, et puis les chrétiens avaient depuis longtemps des liens avec l'Occident aussi. Complètement. Donc en fait, ils en ont capté, bien sûr, ils en ont capté plus facilement les idées. Ils étaient beaucoup plus perméables en fait à ces idées-là. En revanche, le précurseur de la Nahda, ça reste un musulman, c'est un Égyptien, At-Tatawi. Tatawi, il va ouvrir la voie aux Kawakebi syriens ou à des Libanais ou à d'autres penseurs, Rachid Rida, etc. Et là, on voit qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a toujours ce lien entre l'arabité et l'islam. Au début, la Nahda, elle est clairement à la fois pour retrouver l'identité arabe, mais comme cette identité est indissociable de sa religion, d'accord. Nous, on peut peut-être plus trop comprendre ça en tant que Français, parce que notre identité française aujourd'hui, elle est complètement dissociée de notre christianisme. Mais on est un des seuls pays à fonctionner comme ça. Par exemple, vous allez en Arménie. On peut pas être arménien si on n'est pas chrétien. On s'en fout que vous croyez en Dieu ou pas, que vous alliez à l'église ou pas, que vous participiez un peu, beaucoup, passionnément à la folie. C'est pas la question. C'est juste que vous ne pouvez pas être arménien si vous n'êtes pas chrétien. Et si vous êtes arménien apostolique, si vous êtes arménien catholique, vous êtes déjà, j'ai presque envie de dire, un traître à votre nation. Un vrai géorgien, il est un géorgien orthodoxe. D'accord ? Et en fait, nous, comme on a tout sécularisé, on comprend peut-être pas forcément ça. Mais dans la logique de cette réappropriation identitaire arabe,
eh bien, il faut se réapproprier également cette identité islamique. C'est la raison pour laquelle la forme la plus aboutie du nationalisme arabe par le baasisme, c'est un chrétien, Michel Aflaq, et il considère que malgré le fait qu'il soit chrétien, il faut considérer l'islam comme un facteur de l'identité, alors qu'il est chrétien. Il s'est converti. Et il s'est converti, et il a dit, je ne me suis pas converti pour des raisons religieuses, mais pour des raisons politiques. Mais il est quand même enterré dans une mosquée à Bagdad à la fin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, pourquoi est-ce que je parle de ça, c'est qui a servi de gymnase aux troupes américaines lors du... C'était bien. Petit aparté. Oui. Il faut rappeler que mais juste, pardon, je reviens sur le nationalisme arabe. Pourquoi je parle de cette inhérence entre le facteur de l'arabité et de l'islam? Parce que, à la fois, dans cette redécouverte de l'identité arabe, on va également aussi s'occuper de la réforme de l'islam. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment des penseurs des penseurs musulmans, qui vont mettre dans leur désir de purifier l'islam de ces innovations, de ces dérives dont j'ai parlé tout à l'heure, ces mélanges sous l'Empire ottoman, ces mélanges de d'hérésie mélangés avec de la superstition, et ils vont le mettre au service du mouvement de la Narda, qui est un mouvement d'identité nationale. Ils vont le remettre, puisque c'est indissociable. Et donc, les deux mouvements sont liés. Exactement. Et on appelle ça, donc, ce mouvement de réforme, donc ces réformistes qui conduisent au salafisme, on appelle ça l'islah. Qui veut dire réforme. Le but, c'est de retourner à la pureté originelle de l'islam, puisque l'islam a été dévoyé par les non-arabes qui se sont accaparés l'islam et qui ont syncrétisé avec cet islam-là leur culture anté-islamique. Mais du coup, là, pour revenir un peu historiquement sur le cheminement un peu de notre entretien, du coup, après la Nahda, donc fin 19e, début 20e, il y a donc la première guerre mondiale, où les Anglais et les Français luttent contre l'Empire ottoman, et ils vont également se servir du coup de cette émergence de ce nationalisme arabe, de cette volonté de créer un État arabe indépendant, en donnant des armes, en donnant une aide financière à des tribus arabes dans le Golfe, ce qu'on va appeler la grande révolte arabe, qui va aboutir à la victoire d'Aqaba en 1916, où les troupes arabes vont monter jusqu'à Damas, et il y aura finalement cette promesse non tenue de la part des Français et des Britanniques, qui avaient dit, on peut parler de l'anecdote de Laurence d'Arabie, qui avait formé ces troupes arabes, etc. C'est une promesse non tenue de la part des Français et des Britanniques, qui se sont servis finalement de ce mouvement de révolte pour imposer leur vue. Voilà, malheureux vaincu. Voilà, c'est malheureux vaincu. Malheureusement, c'est vrai que les Arabes faisaient partie des grands perdants de la Première Guerre mondiale. D'accord. Certes, on s'est servi d'eux pour les coaliser afin de prendre à revers l'Empire ottoman. Ça reste une puissance qui est en tout cas une force de la défaite. Et en vérité, les Arabes, les Occidentaux n'avaient aucun intérêt à maintenir une force vive comme la force arabe de manière unie, en fait. C'était complètement dans qui serait sur à cheval sur le canal de Suez, qui était nouvellement créé, etc. Bien sûr, il fallait l'Empire britannique, ça allait pas de soi. Il fallait les diviser. Sitôt unifiés, il fallait les diviser. D'où l'accord de Sykes-Picot entre Français et Britanniques, avec un investissement, et ça c'est malheureux, mais chaque redéfinition territoriale, des traçages de frontières, en vérité, on investit toujours sur des conflits potentiels à venir, où généralement celui qui est à l'origine de ces divisions ou de ces traçages malmenés apparaît un petit peu comme un médiateur, c'est-à-dire que c'est un petit peu celui sur lequel on va compter pour venir justement calmer les tensions, mais sur lesquelles ces mêmes auteurs ont investi, en fait. Parce que, et on le voit dans le Caucase, c'est pareil, c'est les Russes qui arrivent en médiateur, mais pour des querelles ethniques qui sont liées au traçage des frontières qu'eux-mêmes ont dessiné. Que Staline avait fait à l'époque où il était commissaire aux nationalités en 1921. Et donc là, c'est ça, en fait. Évidemment, il y avait une volonté de les unir, mais sitôt unis, il fallait les diviser. Et d'ailleurs, souvent les discours qu'on entendait de ces nationalistes arabes, donc c'était un discours qui ne concernait que le Mashrek. Donc le Mashrek, c'est le Levant, c'est le Proche-Orient, le Proche ou le Moyen-Orient, mais on dira plus le Levant ou le Proche-Orient. Ils ne parlaient pas du Maghreb, parce que les Français étaient leurs alliés. Or, les Français avaient consolidé leur position au Maghreb, notamment en Algérie, depuis 1830. Donc on n'a pas envie de froisser les Français qui nous soutiennent dans notre mouvement nationaliste arabe. On va pas commencer à parler du Maghreb, puisqu'on va mettre à défaut les Français qui nous soutiennent dans notre lutte contre l'Empire ottoman. Donc voilà, c'est important de recadrer par rapport à
à ça. Et en fait, à l'époque, on parle de, pour ceux qui peut-être ne comprennent pas, quand on parle de ce nationalisme arabe, on parle de panarabisme. C'est-à-dire qu'on veut véritablement maintenir cette espèce d'unité arabe qui plus tard sera définie comme allant de la Mauritanie, du Maroc jusqu'à l'Irak, de l'Atlantique jusqu'au Golfe. Indépendamment des différences et des divergences culturelles, linguistiques, religieuses, c'était former un bloc commun. Mais juste pour revenir un peu sur les accords de Sykes-Picot, juste pour que les gens puissent comprendre, c'est que la France et la Grande-Bretagne vont décider de se partager, on va dire, le Levant de l'époque. L'Égypte était déjà un mandat britannique. Depuis 1882. Depuis 1882. Et la France va hériter de la Syrie et de plus tard ce qui va devenir le Liban, avec sous l'emprise d'Henri Gouraud. Et les Britanniques vont récupérer donc l'Irak et la Palestine, la Jordanie actuelle, la Transjordanie de l'époque. Donc il va y avoir en fait cette volonté de casser ce nationalisme arabe, où ils ont lutté, notamment en 1920, les troupes d'Henri Gouraud avaient battu les troupes de Faisal. Et à l'intérieur, effectivement, même de, par exemple, si on fait un zoom sur la Syrie, on a dissocié la Syrie de l'Irak, de la Palestine, et pendant ce mandat syrien, puisque le mandat commence en 1920 et termine en 1946. Mais dès 1923, on fait le tracé du Liban pour le dissocier définitivement de la Syrie. Et on va lui donner son indépendance avant de donner l'indépendance à la Syrie, l'indépendance du Liban. Et à l'intérieur même de la Syrie, on continue un découpage. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de découper ces États arabes à l'intérieur de tout le Levant, de tout le Proche-Orient, mais on découpe également les États à l'intérieur. C'est-à-dire, pour mieux régner. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la Syrie, on va faire un découpage en différentes zones. On va également essayer de créer une région alaouite, un Djebel Druze. En fait, ce sont clairement, on voit un schéma politique aujourd'hui se dessiner avec le conflit vis-à-vis de Hayat al-Sham qui a défait l'armée syrienne, ce conflit actuel en Syrie, et on voit se dessiner peut-être à voir ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois qui suivent, mais une implosion de l'État qui pourrait correspondre dans le nouveau tracé géographique à l'intérieur de la Syrie à ce que ça pensé exactement les Français à l'époque du mandat. Mais c'était une volonté finalement de que ce soit français ou britannique de casser cet élan un peu nationaliste à l'époque. Bien sûr, et les Britanniques vont aller même plus loin. Ils ont participé avec les Français, mais les Français ont véritablement été le soutien du nationalisme arabe parce que on parle de la conférence, le Congrès de Paris en 1913. Il y a eu avant cela, il y a eu les placards. Il y a eu beaucoup de choses en fait. Les Français, les journaux aussi, voilà, tout ça, publiés, etc. Tout. Je veux dire, Michel Aflaq était un contemporain de Maurras. Il a assisté à ses conférences. Il étudiait à la Sorbonne. Il en a vu des illustres personnages de la politique française, des gens qui ont pensé en fait la nation française ou qui ont été des influenceurs de leur temps, de certains courants idéologiques toujours actuels. Voilà, c'est de cela dont on parle. Tu veux dire que le nationalisme arabe n'est pas intrinsèquement une pensée qui provient de cette région du Moyen-Orient. Non, oui. C'est un héritage ou c'est une transmission bien sûr. de l'Occident, des pensées occidentales. Et les Arabes considèrent, en tout cas en allant rechercher dans ce nationalisme français, les Arabes estiment qu'ils trouvent également leur propre héritage en fait à travers cela. C'est-à-dire que comme c'est un jeu de miroir à travers les pays méditerranéens, ils vont le réadapter. Exactement. En tout cas, les Français sont vraiment les soutiens du nationalisme arabe, les Anglais aussi. D'accord. Sauf que les Anglais vont financer le frérisme dès 1928, donc à Ismaïli, au nord de l'Égypte. La confrérie des frères musulmans. Voilà, Ikhwan Muslimin, la confrérie des frères musulmans, qui est considérée comme une secte de l'islam sunnite, une secte franc-mac. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on la définit. Et donc, qui a en sainte horreur en fait le nationalisme arabe, alors que jusqu'ici, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, cette redéfinition de l'identité arabe, elle inclut ce retour à la radicalité première de l'islam, en tout cas à sa pureté originelle, d'accord, à la nettoyer de toutes les impuretés avec lesquelles elle s'est souillée avec le temps. Sauf qu'il va y avoir en fait une véritable scission, en fait, une véritable coupure entre les deux, à mesure que les événements se prolongent, notamment avec la fin de la Première Guerre mondiale, et un discours de plus en plus laïque, puisque le nationalisme arabe repose sur deux piliers, le nationalisme et le socialisme, pardon, et la laïcité, d'accord, et la laïcité est combattue par les islamistes, en fait. Ce nationalisme égyptien qui est en formation, c'est ce qui va être combattu par les frères musulmans, et c'est ce que les Anglais
alimentent et nourrissent parce que le nationalisme égyptien combattait la présence britannique. Donc les Britanniques vont soutenir les islamistes qui, eux, combattent le nationalisme égyptien. Bah c'est là ce qui nous amène à l'exemple du coup égyptien avec la nationalisation du canal de Suez en 1956, avec Gamal Abdel Nasser, qui redonne finalement, on a l'impression que il redonne une certaine fierté aux Arabes qui avaient connu du coup l'occupation ottomane, l'occupation sous les mandats, cette nationalisation qui va entraîner une guerre israélo-britanno-française contre l'Égypte, ce qui est une défaite pour l'armée égyptienne, mais qui est une victoire politique, auréolée dans tout le monde arabe. Oui, et il va vouloir surfer là-dessus. Oui, et puis les Arabes sont très forts pour déguiser leur défaite en grande victoire. Donc Gamal Abdel Nasser a surfé sur cette victoire politique, sur cet éveil arabe politique, vu qu'il a réussi à concrétiser finalement toutes ces idées qui avaient émergé depuis le passé, en nationalisant du coup le canal de Suez, en étant plus dépendant des Britanniques, et en essayant d'insuffler un mouvement un peu régional et de se dire rejoignez cette lutte nationaliste, ne soyez plus dépendant d'un Occident ou de tel ou tel bloc, même si Gamal Abdel Nasser va faire le choix par exemple d'un alignement sur Moscou et non sur Washington durant la guerre froide. On est obligé de s'appuyer sur des soutiens. Mais effectivement, mais après, même chronologiquement, oui, en tout cas le premier homme du Moyen-Orient qui voudra s'affranchir de la tutelle occidentale, ce sera Mossadegh en Iran, suivi de près par Nasser, qui effectivement qui est le premier ministre iranien en 1953, voilà, qui subit un coup d'État contre lui, qui a voulu nationaliser les puits de pétrole, et Nasser du coup 3 ans après en Égypte, en nationalisant le canal de Suez, pour que ça cesse d'être une propriété étrangère et que ça appartienne aux Égyptiens. Et après, Nasser a voulu du coup surfer sur cette victoire politique en essayant de créer la République arabe unie de 1958. Alors, ça c'est clair, en 1961. Ouais, c'est ces 3 années où l'Égypte et la Syrie ne feront... et même avec une partie du Yémen. Du Yémen. Parce que ça nous amène à revenir sur 2 points. Le premier, c'est que ce nationalisme arabe, d'abord, il a été créé pour lutter contre l'Empire ottoman. L'Empire ottoman étant effondré, abolition, comme je disais tout à l'heure, en 1924, les accords Sykes-Picot viennent diviser ces différents États arabes. En fait, on connaît la Syrie, l'Irak, la Jordanie, etc. Et en fait, la nouvelle lutte de ce nationalisme arabe, cette unité arabe, ne luttant plus contre l'Empire ottoman, va lutter contre les puissances mandataires, les Français, les Britanniques. Après la Deuxième Guerre mondiale et toute la politique de décolonisation menée par les États-Unis et par l'URSS, ces puissances vont se retirer, donc les vieilles puissances européennes vont se retirer. Eh bien, ils vont laisser un petit cadeau derrière au passage quand même, c'est la création de l'État d'Israël, officiellement, d'accord ? Donc en fait, le nationalisme arabe, d'abord, lutte contre l'Empire ottoman, ensuite contre les puissances coloniales, et à la fin, contre le relais de ces puissances coloniales, qui est l'État colonialiste, ou le sionisme, c'est Israël. Ouais. Mais même avant, on peut revenir avec la déclaration de Balfour en 1917, bien sûr. Ce qui a amené la création d'État hébreu, avec l'envoi de nombreux juifs européens vers la terre de Palestine à cette époque, où il y avait déjà des tensions préexistantes. Mais ça a été totalement conforté avec la création de l'État hébreu. Là, on est dans un aboutissement, mais on voit vraiment que donc le nationalisme arabe, il est constitué de cette façon-là, et ses cibles changent évidemment selon la configuration de la région, la configuration politique de la région. Et ensuite, ce qu'il est important d'expliquer, c'est que si justement la République arabe unie a échoué au bout de 3 ans entre l'Égypte et la Syrie, c'est parce que chaque État arabe constitué justement par ces puissances européennes, ils sont tellement affairés à essayer de créer une unité. Les Syriens vont s'engager, s'évertuer à essayer de créer une unité syrienne. La même chose en Irak, la même chose dans tous les pays en fait qui ont subi ce découpage. On essaye déjà de créer une unité nationale. Donc on n'est plus dans une logique, on a de plus en plus de mal à se constituer dans une logique panarabe, parce que le panarabisme, c'est vraiment le fait de remettre sur pied là où les Européens nous ont divisés. On essaye de recréer un État arabe qui ne fasse qu'un bloc, au-delà des frontières qui ont été créées par... Donc en fait, c'est ça le panarabisme, c'est de transcender ces frontières nationales qui ont été imposées par les Occidentaux, mais desquelles on n'arrive pas à sortir. Oui, parce que finalement, là, chaque nationalisme arabe, le nationalisme égyptien, le nationalisme arabe égyptien, va se penser en tant qu'Égypte,
avant Bien de sûr, penser exactement. Et les Syriens, quand il y a la République arabe unie, donc que l'Égypte et la Syrie ne font qu'un, les Syriens se plaignent en fait d'une espèce de dépouillement de la Syrie au profit de l'Égypte. Donc on n'est pas dans une c'est comme quand on est là, c'est super l'Europe, mais tu fais rentrer un pays qui a un PIB au ras des pâquerettes, et puis t'as les puissances européennes qui sont les plus avancées. Bah tu dis en fait à quel moment c'est dans mon intérêt d'être sur un même pied d'égalité, de partager mes richesses et mon pouvoir d'achat avec un pays d'Europe de l'Est aux situations voilà. Et surtout que lors de la République arabe unie, les Égyptiens ont même été envoyés à Damas pour gérer un peu l'armée, pour gérer un peu l'administration. Bien sûr, donc il y avait une sorte de mise sous tutelle. En plus d'un point de vue démographique, l'Égypte était plus importante que la Syrie de l'époque. Cette République arabe unie a totalement échoué en termes de gouvernance, de leadership et de pensée politique parce qu'ils n'étaient pas du tout raccord et c'était l'Égypte qui voulait imposer ses vues, bien sûr, pas juste. Bien sûr. Alors et Abdel Nasser qui était, on se souvient de son discours devant un parterre de plusieurs milliers de personnes où il parle de sa lutte contre le frérisme et il disait, on me demande Hassan Banna qui est le chef des frères musulmans, on me demande de faire porter le voile à toute la nation égyptienne, mais celui qui me le demande n'est pas capable de faire porter le foulard à sa propre fille. Donc il a applaudi et généralement on aime mettre cette vidéo en avant pour dire regardez comment c'était possible, mais ça, effectivement, c'est une politique qu'il avait, mais après tout est relatif. Quand il était en Syrie, puisque pour y avoir été longtemps, et quand je me promenais dans certaines régions, on me disait que du temps de Nasser, il a fait dégager des villages chrétiens entiers pour que ce soit complètement homogène et musulman sunnite. Il a participé à ça. Donc, certes, il avait un discours où il luttait contre les dérives de l'islam, mais ça n'en restait pas moins un musulman convaincu. Et vis-à-vis des non-musulmans donc des minorités, il était, en tout cas, c'est une critique avérée qui a été, par exemple, la Jebel Saïdeh, ça veut dire la montagne, le mont de la Vierge à Alep, est devenu Cheikh Marsoud, là où il y a les Kurdes au nord de Alep. Donc il a changé même des noms géographiques qui étaient chrétiens pour des noms musulmans. Donc en fait, voilà, c'est des choses comme ça qui ont. Là, je parle pas de tous les Syriens qui pouvaient avoir une dent contre lui. Il était une insulte, en tout cas, pour beaucoup de chrétiens en Syrie. Il y a beaucoup de Syriens chrétiens qui n'ont pas forcément un bon souvenir de Gamal Abdel Nasser. Même les Syriens en tant que tels, pas nécessairement que les chrétiens. Oui, bien sûr. En tout cas, sur ce point-là, il était voilà. Bon, c'était les petits reproches qu'on pouvait lui faire à l'époque. Mais en tout cas, lui a voulu, en tout cas dans le discours, se porter, on va dire. Comme étant le garant de la sécurité de la Palestine, de la lutte contre Israël. Bien sûr. Donc toujours un peu ce discours, C'était de faire front commun dans la lutte contre Israël. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, durant les guerres israélo-arabes, il va y avoir, comment dire, de manière conjointe, une attaque du côté du Sinaï et du Golan de la part des Égyptiens et des Syriens. En gros, c'était reprendre le narratif palestinien à son compte pour dire nous sommes les défenseurs de la cause palestinienne, finalement pour servir aussi son discours vis-à-vis des masses arabes, comme on avait pu le voir dans une autre émission par rapport aux Iraniens qui se servaient de ce passeport palestinien pour ce soutien cosmétique, on va dire, pour pouvoir engranger une popularité au sein de la rue arabe. C'était la même chose pour les nationalistes arabes qui, bien qu'ils aient été en guerre, se servaient beaucoup de cette cause pour garder une certaine popularité. Bien sûr. Il faut donner un os à ronger à la rue arabe. Oui. Il faut réussir à fédérer. Il y a toujours un ennemi commun. Bien sûr. Et ça fédère à la fois les Arabes de tendance plutôt nationaliste et les islamistes. Ils sont d'accord sur ça. La lutte contre les accords Saïx-Picot, l'humiliation subie par les Occidentaux est clairement incarnée par la présence de l'État d'Israël. Et effectivement, et après, il y a eu une trahison de la cause palestinienne, puisque d'ailleurs, le terme cause palestinienne est un terme qui a été employé à partir du moment où en fait la cause arabe a été abandonnée. Parce qu'à la base, on parlait de cause arabe, on parlait pas de cause palestinienne. Et surtout, on parlait de conflit israélo-arabe. Oui, voilà, exactement. Après, c'est passé israélo-palestinien. Parce que c'est devenu... C'était dissocié en fait des différents États dans lesquels les hommes politiques étaient affairés. On était tellement empêtrés en tant que Syriens dans la Syrie, en Irak, les Irakiens vis-à-vis d'Irak, etc. Chacun était réciproquement affairé à des problèmes politiques de son pays. Il n'était plus dans une logique pan-arabe. Donc on est déjà en fait, à partir de ce moment-là, on est déjà dans une forme d'échec. On est déjà dans un échec, mais à tous les niveaux. Donc c'était, on voit en tout cas que le plan de division de ce que nous avions jadis unifié pour mettre échec et mat l'Empire ottoman a fonctionné. Par rapport à Bachar al-Assad et notamment au parti Baas qui a réussi à gouverner
et à la fois en Syrie et à la fois en Irak, qui a voulu se servir finalement de l'échec du nasserisme pour essayer de remettre un peu à sa sauce syrienne ou irakienne ce nationalisme-là, en reprenant un peu cette base d'unité arabe, de laïcité et de socialisme dans un schéma typiquement syrien ou dans un schéma typiquement irakien, mais comme tu l'as dit, on n'est plus là dans cette volonté d'aller au-delà des frontières. C'est vraiment purement national et ils se sont cantonnés à leur frontière nationale ou à un projet purement pour Bagdad ou pour Damas. Oui, et on est vraiment, puisque chacun est contraint de maintenir une unité à l'intérieur de ses frontières, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, ces frontières, c'est pas eux qui les ont décidées. On n'a pas décidé d'avoir une frontière qui va découper les Kurdes et les mettre à cheval sur 4 pays différents. Le Djebel Druze, la population druze, je pense par rapport à... c'est pareil, cette communauté, elle est répartie également sur 4 pays, la Jordanie, la Syrie, le Liban et Israël-Palestine. Les Kurdes, c'est sur la Turquie, la Syrie, l'Iran, l'Irak. L'Alaouistan, les Alaouites, un petit peu du sud de la Turquie, notamment le Sandjak d'Alexandrette, devenu Hatay turc, et la zone tripolitaine. En 1939, où la France avait décidé pour garder la neutralité des Turcs. Des Turcs, de donner ce territoire-là. Et c'est pour ça aussi que les Syriens en veulent aussi aux Français d'avoir rendu en 1939. Ils leur ont quand même bouffé toute leur façade littorale, le Liban et puis le Sandjak d'Alexandrette, la région d'Antioche, qui se situe au nord d'Idlib. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment tout le nord-ouest de la Syrie. Mais donc effectivement, dans ce contexte, dans ce traçage des frontières, il est difficile de faire nation. Et c'est ça le défi qu'il faut relever quand on est... Je prends l'exemple de la Syrie parce que c'est l'exemple que je connais le mieux. On demande en fait à un pays, à un État sur les décombres de l'Empire ottoman, on leur demande de faire ce qui nous a pris à nous de faire en 1000 ans. On leur demande de faire nation avec des populations aux rivalités ancestrales, mais dans un découpage en fait qui a été vraiment imposé par la force des choses. Ce n'est pas quelque chose de progressif où on en arrive à des frontières mouvantes. Non, c'est d'un coup, on a tracé le Moyen-Orient, le Proche-Orient, on a tracé des frontières comme on se partage un gâteau en fait. C'est à la règle, à la serpe, boum boum, et puis faites nation avec ça. Et c'est là en fait, c'est pour ça que c'est important de préciser ça, c'est que l'idéologie donc de cette narda du nationalisme arabe, c'est d'essayer d'insuffler un principe qui va élever toutes les composantes de cette Syrie moderne et qui va les aider à développer quelque chose qui va transcender leur esprit clanique. Il faut sortir de cette logique ethnique, régionaliste, localiste, ethno-confessionnelle. C'est ça en fait le véritable défi d'un homme d'État. Et ça va durer un siècle. Alors évidemment, c'est pas sans faille. Par exemple, quand on va revenir après, je veux pas en venir forcément tout de suite à Bachar al-Assad, mais il incarne la nation syrienne, il incarne la nation arabe de Syrie. Mais c'est par la logique des clans qu'il est arrivé au pouvoir. Donc c'est une contradiction à un système qu'il veut mettre en place, puisque le nationalisme, notamment avec son laïcisme bétonné, donc qui veut absolument mettre la religion quasiment au rang folklorique, c'est à peine au rang culturel, c'est tu la gardes pour chez toi, on veut pas t'entendre avec ça, mais également par rapport à toute cette idéologie qu'on veut mettre en place et qui est censée en fait transcender tout l'esprit clanique, le patriarcat et l'islamisme. C'est un véritable défi en fait, mais en même temps on voit que Hafez al-Assad, il est arrivé au pouvoir par le clan alaouite. D'accord. Donc bon, je vais pas me répéter sur ce que je dis. Du coup, ça montre bien qu'il y a une déviance dans ce nationalisme arabe, que ça soit aussi bien en Syrie qu'en Irak, ou que ce soit le clan Assad ou le clan Hussein, ils se sont basés sur leur propre communauté. Bien sûr. Saddam Hussein s'est basé sur la minorité sunnite, parce que les sunnites n'étaient pas majoritaires. Oui, alors après, ça reste une minorité relative, mais c'est vrai, c'est la minorité. Mais c'est pas comme les alaouites où ils sont vraiment minoritaires. Les alaouites représentent entre 10-15%, les sunnites représentaient environ 30%, quelque chose comme ça et puis après, c'est vrai que si on considère vraiment les arabes sunnites, on est à 20%, quoi. Faut pas forcément considérer les Kurdes. Oui, donc finalement ils se sont basés sur leur propre communauté, ils se sont servis de ce discours nationaliste, laïque, etc., mais qui servait finalement leurs propres intérêts, à savoir maintenir leur communauté au pouvoir et prendre le pouvoir, parce que les Alaouites, il y a une sorte de vengeance de l'histoire en 1970. Oui, bien sûr. Non, mais ça c'est clair, en tout cas pour le côté historique des Alaouites. Mais en tout cas, la version la plus élaborée, la plus aboutie
du nationalisme arabe, c'est la création donc du Hizb al-Ba'ath, donc le parti Baas, le baasisme, en 1947 par Salah ad-Din Bitar et Michel Aflaq. Donc ça, c'est vraiment donc un sunnite et un chrétien, et il y a aussi un kurde dont j'ai oublié le nom, qui faisait partie de ce trio, mais les deux principaux, c'est Bitar et Aflaq, pour vraiment ce nationalisme syrien. Et la faille aussi également qu'on peut noter, parce que ça nous permet de comprendre en tout cas le conflit actuel en Syrie, c'est que l'anomalie dans le nationalisme arabe, leur anomalie à eux, leur caillou dans la chaussure, c'était la question kurde. Parce que là, on a vraiment affaire à un groupe ethnique qui est non arabe. Là, on n'est pas dans une logique sémite. Autant les chrétiens sont des descendants de Syriaques, d'Araméens, d'Assyriens, et là, on est dans une logique sémitique où, ok, ils sont arabes parce qu'ils sont de langue arabe, de culture arabe, donc on les définit comme arabes. Ok, ça marche. Avec les Kurdes, c'est un peu plus compliqué. Parce que eux, ils sont d'ascendance indo-européenne. C'est une branche iranienne parmi d'autres, mais c'est une branche iranienne descendant des Mèdes. En tout cas, c'est la théorie la plus plausible d'historiens, de chercheurs concernant l'ascendance kurde. Et eux, en fait, ils rentrent pas dans cette définition de l'arabité et le moule dans lequel on veut les faire rentrer. Donc, dès les années 50, mais même un peu avant, ils vont être victimes de sérieuses persécutions de la part des baasistes, même si les baasistes sont pas au pouvoir. Mais il y a une persécution de leur part. Il va y avoir des campagnes de colonisation arabe dans les régions kurdes. Alors, pour la petite anecdote, ils vont même vouloir arabiser aussi. Ils vont arabiser, bien sûr. Ils vont imposer la langue arabe aussi. Complètement. Al-Assad l'a directement il a fait des déplacements de population de la région d'Alep, Idlib, pour les envoyer en Djeziré. Donc la Djeziré, c'est le nord-est syrien. À l'est de l'Euphrate. Exactement. Et pour l'anecdote aussi, Djeziré en arabe signifie l'île. On considère que ce morceau de terre entre le Tigre et l'Euphrate constitue une île, voilà. Et d'où le terme Djeziré. Et donc ces Kurdes-là vont être supplantés, colonisés physiquement par des déplacements de population que l'État va mettre en place en mettant donc des Arabes là-bas. Et les Kurdes, alors là, c'est une autre anecdote, c'est que généralement se plaignent, ils disent mais regardez, ce nom avant, c'était un nom kurde et ils ont remplacé ça par un nom arabe, Ain al-Arab, alors qu'avant c'était avant Ain al-Arab, ça s'appelait Kurd Dar, la montagne kurde. Mais les Syriaques disent mais les Kurdes se plaignent des Arabes, mais ils nous ont fait exactement la même chose en kurdisant des territoires entiers où nous jadis Syriaques, Assyriens, et nous étions là en fait, nous étions des sédentaires avant l'heure, bien avant les Kurdes qui en plus de ça étaient les porte-couteaux de l'Empire ottoman et qui sont venus se sédentariser sur des villes que nous, chrétiens, avons bâties. Bon, ça, c'est la petite anecdote juste pour comprendre que tout le monde a quelque chose à reprocher aux autres, mais en l'occurrence, les Kurdes ont été victimes d'une campagne d'arabisation forcenée et qui, jusqu'à son apogée, c'est dans les années 60, et vraiment le pic de la violence, c'est 62, où des centaines de milliers de Kurdes vont être déchus de la nationalité syrienne. Et cette nationalité syrienne ne leur sera restituée que qu'au moment du déclenchement de la guerre civile syrienne en 2011. On leur donne la nationalité en 2011-2012, si je ne m'abuse, en 2012, pour les rattacher, pour les fédérer contre le djihadisme, dont eux aussi sont en proie. Puisqu'on sait très bien que eux aussi ont subi les oui, si en tant qu'arabe nationaliste, on n'aime pas les Kurdes, imaginez en tant qu'islamiste, pour reconstituer l'unité syrienne, évidemment, le Kurde, on va pas lui faire de cadeau. Donc, on a intérêt à se rattacher la force kurde et se réconcilier avec eux. Mais ça s'est fait quand même un petit peu trop tard. Voilà. Donc, pour dire que dans le nationalisme arabe, les Kurdes sont l'anomalie et son pendant, en fait, son rival, l'islamisme, qui est le rival du nationalisme arabe, alors qu'on disait au début, la Narda imbriquait les deux se nourrissaient. Et il y avait vraiment une volonté de remettre à l'ordre du jour, de recentrer en fait toute l'importance de la définition du nationalisme arabe et de retourner la pureté originelle de l'islam. Et les deux en fait étaient les facettes d'une même pièce et participaient de la même construction identitaire, de la reconstruction identitaire. Or, ensuite, ces deux idéologies s'affrontent, le nationalisme arabe d'un côté et l'islam politique de l'autre. Ce nationalisme arabe de son côté s'en prend aux minorités non arabes comme les Kurdes et les islamistes, eux, s'en prennent aux hérésies de l'islam et aux non-musulmans. Et d'où, finalement, ce qu'on peut comprendre, c'est pourquoi les chrétiens
se cache du coup derrière ce nationalisme arabe. Bien sûr. Par exemple, on le voit en Syrie, ils ont été la majorité des chrétiens à participer à l'édification de cette idéologie, à cette construction étatique, politique. C'est leur plus grand refuge. Pour prendre l'exemple des chrétiens que tu mentionnais, il n'y a pas d'homogénéité chrétienne, je veux dire géographique, territoriale, à part au Liban, mais maintenant c'est plus un territoire syrien, mais si on prend la Syrie, non, il n'y a pas. C'est très disparate. Exactement. Les Djebel Druze, les Druzes qui sont concentrés au sud-ouest du pays, les Kurdes au nord-est, etc. Non, les chrétiens sont de façon très disparate éparpillés sur tout le territoire syrien. Il y a des quartiers arabes dans chaque ville, mais voilà. Donc, si demain il y a une implosion de l'État, ce qu'on peut redouter aujourd'hui avec la crise syrienne qui ne s'arrête pas, qui perdure, eh bien, où seraient les chrétiens? Ils seraient une minorité auprès de minorités devenues majorité dans ces nouvelles régions conçues sur des bases confessionnelles. Par exemple, si un Alaouistan devait naître, eh bien, on aurait des chrétiens, mais qui seraient minoritaires dans ce nouvel Alaouistan. On aurait la même chose avec des chrétiens minoritaires dans ce nouveau Djebel Druze indépendant, par exemple, ou minoritaires parmi les Kurdes dans ce Kurdistan devenu indépendant. Un nouvel État fédéral ou tout simplement un morcellement de la Syrie, une balkanisation de la Syrie. Complètement, une balkanisation de la Syrie. Donc, le meilleur refuge pour les chrétiens, effectivement, c'était une Syrie unifiée dans un nationalisme qui prétendait, ou en tout cas qui essayait de transcender les différences ethniques et confessionnelles, qui n'ont jamais réellement réussi à relever le défi. On sait très bien que la famille Assad a voulu jouer complètement pour sa communauté. et qu'elle a trahi le nationalisme arabe. Elle a trahi l'esprit baassiste, elle a trahi le nationalisme arabe parce que au lieu, justement, comme on l'expliquait tout à l'heure, d'essayer de créer cette unité syrienne pour ensuite prétendre à une unité arabe avec les autres dans cette logique panarabiste qu'on expliquait tout à l'heure, eh bien en fait ils se sont accaparés cette idéologie pour renforcer le clan alaouite, le clan Assad au pouvoir et finalement ils se sont servis de tous les services de renseignement, les dispositifs sécuritaires pour fliquer le pays, pour le mettre à genoux, plutôt que de se battre contre des questions qui préoccupaient la mentalité arabe, à savoir Israël. Et surtout, être aussi dans cette logique un peu régionaliste avec le Liban, servir ses intérêts, comme on l'expliquait dans une autre émission, en disant que deux peuples, une nation, c'était la volonté d'Hafez al-Assad de mettre la main sur le Liban, pas à des intérêts, pas dans une logique panarabiste, mais dans une logique vraiment purement syrienne, avec son agenda qui lui était propre. C'est très intéressant de voir en fait comment, parce que le moment où il y a une bascule, alors c'est intéressant de rappeler que ce mandat français il a duré de 1920 à 1946, la prise du pouvoir de Hafez al-Assad c'est en 1970, alors il était déjà dans le jeu. Avant 70, il débarque pas comme ça en 1970, on s'en doute bien. Mais entre 1946 et 1970, il se passe 24 années et on parle de à peu près une quinzaine de coups d'État en 17 ans ou quasiment un coup d'État par an ou presque. On dit que chaque fois qu'un navire de guerre américain arrivait à Beyrouth, il y avait un coup d'État à Damas. Une instabilité politique quand même assez incroyable. Et en tout cas, donc pour rappel, le Hezb al-Ba'ath, le parti Baas, la forme accomplie, la plus accomplie du nationalisme arabe, c'est dans la création du baasisme. 1947, avec les personnages que j'ai cités tout à l'heure, Salah ad-Din Bitar et Michel Afaq. Le pouvoir est pris par les baasistes en 63 seulement. Là, je parle de la Syrie. Nationalisation. Politique de nationalisation, comment dire, il n'y a plus de pétrole, des entreprises, voilà, etc. même des grands propriétaires terriens laissés pour compte. Et ça, c'est important de le dire parce que des gens qui étaient des héritiers un petit peu de l'époque ottomane, qui avaient des grandes propriétés terriennes, eh bien d'un seul coup l'État nationalisait, il disait ça appartient à l'État. En fait, c'est pas normal qu'il y ait des différences de richesse de ce type. Et ce sont aussi des gens qui constituent l'opposition en Europe. Il y a beaucoup de gens qui étaient anti-Assad parce que ce sont des nantis qui ont été déchus de leurs conditions sociales en se voyant dépouillés en fait de tout ce qui faisait leur richesse auparavant à cause de cette politique de nationalisation. Et ce sont des gens en fait qui n'ont même pas connu Assad, qui n'ont même pas connu, qui n'ont jamais foutu les pieds en Syrie en fait, et qui sont vraiment des énervés de ce régime-là et qui étaient les premiers à agiter le drapeau de la révolution et qui se sont réjouis de voir le régime tomber. Parce que ça c'est un événement quand même qui a marqué les esprits. Et en 70, donc je dis en 63 la prise du pouvoir par le Baas, en 67 la nationalisation, de politique de nationalisation. Et déjà en 67, il y avait, Assad qui était ministre de la Défense. D'accord ? Mais en 66 avant lui, enfin en tout cas le chef du gouvernement qui s'appelait Salah al-Jadid. Salah al-Jadid et le président à l'époque, c'était Nourdin al-Tassi.
Et ces deux-là étaient virulemment très anti-israéliens. La guerre des 6 jours, donc en 1967, c'est avec eux qu'elle se fait. Et Hafez al-Assad, on dit que si la débâcle a eu lieu côté syrien, c'est parce que Hafez al-Assad a envoyé des avions dans lesquels il n'y avait pas de munitions. Et qu'en fait, il a littéralement... il a été celui qui est à l'origine de la chute de popularité de ces deux tenants du gouvernement syrien. D'accord ? Ces deux personnages, El-Jadid et El-Tassi. Okay ? Et c'est comme ça que lui, il a réussi à... Parce que ces deux hommes-là qui étaient alaouites, ils avaient déjà commencé à infiltrer à l'intérieur du parti basse énormément d'alaouites. Et le fait que lui, il ait fait perdre la guerre aux Syriens en tant que ministère de la Défense, en 67, Hafez al-Assad, eh bien, il va monter en popularité et il va installer ses gars. Et quand, en 70, il va y avoir une volonté de la part de ces deux mêmes personnages, El-Tassi et El-Jadid, de corriger, de soutenir les Palestiniens qui se sont fait casser la figure avec le Septembre Noir en Jordanie, Hafez al-Assad est de ceux qui ne veut pas aider les Palestiniens. Et comme on le soupçonne d'être un agent extérieur en fait, parce que comment ça, la guerre des 67 jours déjà, il y a des 6 jours, la guerre des 6 jours déjà il y a anguille sous roche, et en plus de ça il veut pas aider les Palestiniens, alors que c'est tout le narratif en fait dont ont besoin ces Arabes. On le voit, Hafez al-Assad quand il a pris le pouvoir, même avec le dossier libanais, a combattu les Palestiniens. Oui, non, mais complètement. Ils ont été envoyés c'est les phalanges chrétiennes qui ont demandé l'appel d'Hafez al-Assad. Hafez al-Assad est venu en Syrie. Il y a une tutelle syrienne sur le Liban pour contrôler, pour gérer ces fédayines palestiniens, pour pas qu'ils créent le chaos ou pour pas qu'ils mènent des attaques contre Israël. Et on sait qu'en 30 ans de pouvoir, Hafez al-Assad n'a jamais tiré une balle contre Israël. Il n'a pas tiré une balle contre Israël, mais il se servait de ce discours. Mais bien sûr. Toutes les semaines ou tous les mois, lors des congrès au Parlement. Et puis de maintenir un état d'urgence pour maintenir une pression sur le peuple syrien. Avec cette loi martiale, etc. Complètement. Pour dire que nous sommes en guerre contre Israël. Mais il n'a pas tiré un missile contre Israël. Et donc c'est pour ça, la guerre des 6 jours perdue par lui, l'absence de secours le fait de ne pas vouloir secourir les Palestiniens au moment du Septembre Noir en 1970, et donc le président et le chef du gouvernement à l'époque, il le convoque au congrès national du 10e congrès du Hezb el-Ba'ath, et ils veulent l'écarter du pouvoir. Mais lui, Hafez, il a su ça, et il avait déjà placé ses hommes. Et c'est là qu'il fait son coup d'État. Donc il avait vraiment bien préparé ça, mais l'origine de l'infiltration des Alaouites dans tous les corps sécuritaires du gouvernement syrien, ça a été décidé par ces deux hommes, El-Tassi, Nourdin El-Tassi et Salah el-Jadid. Donc c'est intéressant de voir en fait comment lui, il a tiré son épingle du jeu, et en fait qu'il n'est pas le grand défenseur de la cause palestinienne comme certains pensent, mais qu'en réalité tout ce pouvoir qu'il avait, il l'a mis à défendre la caste alaouite et à contrôler le pays d'une main de fer. Et on dit vraiment qu'il était... Alors là, ce ne sont pas mes propos, mais si jamais on s'intéresse à Charles Saint-Pro, il dit voilà clairement que c'est un agent américain qui n'a pas tiré une seule balle contre Israël, et qu'il a d'ailleurs fait perdre la guerre en envoyant des avions sans munitions en 1967, qu'il a passé son temps, et c'est vrai, à tirer dans le dos des Irakiens qui étaient en guerre contre l'Iran, alors que voilà, dans la guerre des 8 ans, la guerre en Irak, qu'il a fait souffrir le peuple libanais, etc., et qu'il a fait souffrir son propre peuple, etc. Donc bon, c'est intéressant en fait de recontextualiser le Assad qu'on dépeint dans les médias, ça colle pas vraiment avec cette réalité-là. Oui, dans son discours un peu anti-impérialiste, anti-sioniste, etc. Mais même on le voit quand on est en Syrie, les Syriens vont beaucoup nous parler de la guerre de Kippour en 73, où ils ont mené une action, on va dire, rapide contre les forces israéliennes, sauf qu'il y a eu une contre-attaque israélienne qui a été suivie, et les Syriens vont surfer dessus en disant, vous voyez, nous on a gagné cette guerre. Sauf que c'était une guerre qui n'était pas du tout gagnée, il y a eu une contre-attaque éclair de la part d'Israël qui a réussi à reprendre ses territoires. Et on dit qu'il avait vendu le Golan en secret et qu'il achetait la paix sociale avec Israël. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, dans le discours syrien, on va beaucoup entendre c'est l'homme qui n'a pas signé la paix avec Israël. Parce que la volonté israélienne, c'était de dire on vous rend le Golan, mais on signe un accord de paix, comme le Sinaï en 79 avec les accords de Camp David. Ouais, 78 ou 79. Comme David, ouais, les Camp David. Et Hafez al-Assad a voulu surfer en disant non, moi je n'ai pas signé. Je n'ai pas voulu, en gros, homme fort. On n'est pas soumis comme les Égyptiens. C'est ça. Ouais. Je n'ai pas signé cet accord de paix. Sauf que c'était une manière officieuse de dire on laisse le Golan, on ne fait rien pour le récupérer. Alors que le Golan, on le sait très bien que ça aurait pu être une cause fédératrice dans pour tous les Syriens. Bien Mais sûr. Pour reprendre par rapport à cette manque de solidarité pan-arabe du parti basse syrien, c'est qu'au moment de l'invasion
de l'Irak, du Koweït par l'Irak en 90, Hafez al-Assad, pour avoir les bonnes vues de l'Occident, décide d'envoyer des contingents pour lutter contre l'Irak. Donc ce discours pan-arabe n'a plus aucun sens. Et on lui a donné le feu vert pour mettre une tutelle sur le Liban en échange de ça. Avec les accords de Taïf. La guerre était terminée à partir du moment où on lui a laissé mettre un terme aux résidus menés par le général Aoun. Ouais, en 1990. Donc c'est à ce moment-là où on voit très bien que c'est plus dans une logique clanique, d'intérêt purement nationaliste, mais pas du tout régionaliste, où on va se dire nous allons défendre la Syrie. Non, c'est fini. Il y avait vraiment cette scission en plus au sein du parti basse, comme tu l'avais vaguement expliqué en disant que Michel Aflaq, le fondateur, voyant de facto la Syrie d'Hafez al-Assad devenir ce qu'elle était en train de devenir, donc du coup un gouvernement plutôt clanique, a décidé lui d'aller rejoindre le parti basse irakien à Bagdad. Parce qu'il a été chassé, Michel Aflaq, qui est le fondateur du parti basse. Quand je parlais en 1966-1967, le chef du gouvernement El Jadid et le président El Tassi, tous deux alaouites, qui ont permis en fait à tous les alaouites de venir renforcer les dispositifs de sécurité, l'armée, les services de renseignement. Eux, ils ont chassé les fondateurs du parti basse. C'est-à-dire ils ont littéralement pris les commandes du parti basse, ils en ont chassé les fondateurs. C'est la raison pour laquelle ils sont partis en Irak et ensuite en France, etc. Donc il y a eu une vraie trahison en fait, vraiment pour les Arabes sunnites surtout. Et toute cette haine anti-alaouite, elle n'est pas forcément uniquement religieuse, parce qu'il y a cette réalité-là, de dire là dans les médias, on en veut à Assad parce que oh là là, le monstre, les prisons, Sednaya, la tyrannie, la dictature. Oui, là ça rejoint le narratif et le discours qu'on connaît bien en l'Occident. La dictature c'est pas bien, Assad c'était un pourri. Non, c'est au-delà de ça. Il y a eu une trahison de la cause arabe, une manière de s'accaparer en fait sur le plan clanique, alors qu'il prétendait justement ce nationalisme arabe et qu'il avait justement des vues sur le long terme de dépasser en fait ces causes qui divisent plutôt que de faire l'unité. Et donc il y a une trahison à ce niveau-là. Et après, la réalité aussi du côté des musulmans, c'est que depuis les temps les plus anciens de l'islam, les alaouites sont considérés comme des apostats, des hérétiques, des polythéistes athées. Il faut lire les fatwas de l'époque des Al-Razali ou de Ibn Taymiyyah. Au XIVe siècle. Oui, alors 13e siècle pour Ibn Taymiyyah, mais déjà Al-Razali, 2 siècles avant lui, donc au 11e, il dit clairement, voilà, ces gens-là ne devraient pas vivre, il faut les tuer, il faut les traquer, ils apostasient en matière de mariage, de nourriture, de ce que vous voulez. Ils ont des discours très durs. Et il y a même un dicton sunnite syrien qui dit, un alaouite, il vaut mieux en tuer un que de prier toute la journée. C'est resté dans les mentalités. C'est-à-dire que et là, quand on parle d'Al-Razali et d'Ibn Taymiyyah, on est en train de parler de grands penseurs musulmans. C'est-à-dire que même ceux qui sont dans la réforme dont on parlait tout à l'heure pour réformer l'islam, pour eux, ce sont des références. C'est-à-dire que c'est une référence du monde sunnite. J'ai même pas envie de dire c'est les références des wahhabites, des branches les plus radicales. C'est les références des musulmans en général. Ce sont leurs saint Thomas d'Aquin, leur saint Augustin à eux. Ce sont leurs référents. Donc il y a quand même cette réalité-là qu'il faut pas ignorer. Donc cette haine de l'alaouite, elle n'est pas uniquement contextualisée par le règne alaouite qui a duré 54 ans, parce qu'en fait ce qu'a fait al-Assad et Bachar al-Assad ont permis, c'est à leur communauté de souffler. Parce que pendant 1000 ans, ils s'en prenaient plein la tronche. Une parenthèse historique. Oui, c'est ça, une parenthèse où ils se sont pas gavés. Je veux dire, il n'y a pas eu un carré VIP pour 2 millions d'alaouites dans le pays, c'est pas vrai. Il suffit de se promener, tu connais, dans la région alaouite du pays, les gens sont pauvres, ils vivent dans des maisons en parpaing, il n'y a pas d'isolation, ils font des petits trucs à manger sur des plaques chauffantes, ils se nourrissent comme ils peuvent. C'est très ils vivent populaire. De chasse, de pêche. Non, mais c'est vraiment les pauvres du pays, quoi. Plus que beaucoup d'autres, en fait. C'est ça qui est. Plus que la bourgeoisie de Damas ou d'Alep. Bien sûr, ce sont des gens de petites conditions. Et en plus de ça, quand le nationalisme arabe prétendait mettre à égalité toutes les confessions, maintenant on est sur un principe qui va transcender toutes les divisions sur le plan charnel, ethnique, on disait déjà que c'était faux puisque les Kurdes n'étaient pas en reste, ou sur le plan confessionnel. Eh bien en fait on laissait l'armée, on ne voulait pas investir dans l'armée parce qu'on s'en méfiait. Donc on n'investissait pas dans l'armée, et l'armée était pas développée en Syrie. Et c'était quelque chose, quand on avait de l'argent, quand on était justement cette bourgeoisie sunnite damascène largement laïcisée, on payait pour ne pas avoir à envoyer nos gosses à la caserne militaire. Parce que quel est le but en fait? Quelle est l'ascension? Quelle est la notoriété? Où est le prestige? Et en plus de ça, c'est un taf de gueux. Et ben c'était les alaouites qui y allaient. Et pour eux,
cette caserne militaire qui était mal entretenue, où il y avait zéro débouché quasiment, en perspective d'avenir zéro, bah c'était toujours mieux que la condition sociale pourrie dans laquelle ils avaient été maintenus pendant 1000 ans, depuis la naissance de leur religion au IXe siècle, et durant toute la période notamment du califat ottoman, où ils étaient considérés mais comme des moins que rien. On est encore reclus, marginalisés. Les Alaouites, exactement, les Alaouites sont encore victimes d'esclavage jusqu'à la toute fin des années 60. La prise du pouvoir par Hafez al-Assad en 70 va mettre un terme à un esclavage qui aura duré 1000 ans. On dit également qu'un enfant sur 4 dans les années 30 et 40, un enfant sur 4 alaouites est de père sunnite, parce que les notables sunnites engageaient des petites filles alaouites de 8 ans, 12 ans, ce que vous voulez, et qu'elles ne faisaient pas seulement le ménage, on s'en servait comme maîtresse. Donc il y avait aussi toutes ces histoires. L'alaouite, il est vraiment considéré comme rien. Donc c'est pas anodin quand la révolution en 2011 éclate et qu'on entend l'Alaouine al-Tabout ou al-Massirin à Beyrouth de la part des cheikhs qui braillent depuis leur mégaphone dans les mosquées, les Alaouites au tombeau et les chrétiens à Beyrouth. Voilà, et une semaine après, de dire élargissez les tombeaux des Alaouites, qu'on y jette aussi les chrétiens. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le conflit syrien, si ça continue comme ça, eh bien, on a compris que y a des massacres aujourd'hui en cours avec les Alaouites. On prétexte que bah oui, mais c'est les Alaouites, c'est Assad qui était Alaouite. Oui, mais il n'y avait pas 2 millions. Donc c'est ce que je redisais tout à l'heure. Il y a pas 2 millions. Il y a 2 millions à peu près d'Alaouites dans le pays. Il n'y a pas 2 millions d'Alaouites qui étaient derrière Assad en fait. Et il y avait autant de sunnites que quelle que soit la confession, je veux dire, qui étaient aussi des suppôts du régime, en fait. Voilà, des cadres de l'armée ou de l'administration. Il y avait de tout. Donc déjà, c'est un peu absurde de généraliser en disant que tous les Alaouites étaient dans l'armée ou avaient des hautes fonctions ou étaient riches, etc. Et c'est pour dire que aujourd'hui, la purge qu'on est en train de faire auprès des populations alaouites, étant donné les grands slogans qui disaient au sujet des Alaouites et ensuite des chrétiens, on peut s'attendre à ce que la communauté chrétienne soit la suivante, en fait. C'est déjà le cas. On les évince des administrations, etc. Mais les persécutions physiques qui ont déjà un peu commencé, il y a des humiliations dans certaines villes, elles peuvent se profiler davantage une fois qu'on en aura terminé avec la question alaouite. Là, on dévie un peu du sujet, mais juste pour... c'est lié au présent, c'est incarné. Oui, c'est totalement. C'est ça, de faire aussi des rappels historiques et des liens avec l'actualité. Mais du coup, ce qui serait bien aussi, c'est d'aborder aujourd'hui, du coup, ce nationalisme arabe n'est plus dans cette volonté de combattre Israël, on le voit, parce que aujourd'hui, tous les pays arabes, il n'y a aucun pays arabe, en termes, je veux dire, de manière étatique, qui a décidé d'amasser ses troupes à la frontière pour aider la cause palestinienne ou pour lutter contre Israël pendant la guerre qui a duré pendant 15 mois à Gaza. On voit plutôt un vent de normalisation avec les accords d'Abraham qui ont débuté en 2020 sous la tutelle de la première administration de Donald Trump, avec le Soudan, Bahreïn, les Émirats, le Maroc. Aujourd'hui, on voit que l'Arabie Saoudite est dans cette volonté aussi de normaliser ses relations avec l'État hébreu. L'État hébreu cherche à pacifier ses relations aussi avec son entourage. Donc, moi, je pense qu'à terme, il y aura cette volonté de normaliser avec le gouvernement à Damas et le gouvernement à Beyrouth pour essayer de faire en sorte que tout son voisinage soit pacifié. Donc on peut le voir que aujourd'hui ce nationalisme, comme tu as dit, il y avait cette volonté dans un premier temps de lutter contre les Ottomans, après de lutter contre le mandat, après de lutter contre Israël, et aujourd'hui cette lutte contre Israël en fait n'existe plus, n'est plus étatique et milicienne. Et on avait vraiment tout intérêt à justement amputer ce qui restait de ce nationalisme arabe, à les amputer de la République islamique d'Iran qui avait tendance justement à perdre de son aura et de son influence, notamment à travers les accords d'Abraham. C'était les grands perdants en fait de ces accords-là. Parce que toute leur raison d'être, tout l'esprit révolutionnaire, comme on l'avait dit dans une autre émission, tire sa légitimité dans cette action en fait contre Israël. Donc du coup, en fait, si on comprend bien cette volonté un peu panarabiste de vouloir transcender les frontières, elle n'est plus du ressort des États, mais je pense plutôt du ressort des peuples. Dans le sens où, je m'explique, où quand on l'a vu avec tout ce qui s'est passé à Gaza, les nombreux massacres, les nombreux bombardements, qui s'est soulevé? C'est pas les dirigeants, ce sont les peuples. Donc finalement, dans la rue arabe, que ça soit de Damas à Beyrouth, en passant par même au Maghreb, ils se sont révoltés, ils ont manifesté cet amour, ce côté, cette arabité qui est en eux, que tu pouvais aussi bien voir ce côté pan-islamiste, parce que tu pouvais aussi bien le voir à Islamabad, qu'à Kuala Lumpur, qu'en Indonésie, en Malaisie, même au Pakistan, etc. Donc finalement, cette transmission du panarabisme et du pan-islamisme, elle est surtout palpable dans la rue.
Oui, oui, bien sûr. Non, c'est clair que, en tout cas, la rue arabe est beaucoup plus fidèle à ses idéaux que leurs élites dirigeantes. Enfin, voilà, peut-être ils sont un peu plus résignés, quoi. Donc je pense qu'on a fait le tour. Donc merci Alexandre pour ton éclairage sur ce sujet qui est complexe, qui s'étale du coup sur quasiment un siècle, même plus d'un siècle. Merci pour ton éclairage. C'est un sujet qui est à la croisée entre l'histoire et la géopolitique, qui a façonné le Moyen-Orient et qui a encore finalement une influence aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, cet échange, n'hésitez pas à liker, partager et à nous suivre pour ne rien rater des autres analyses. À très bientôt.